Après cet élément aux commentaires de l'actualité, c'est avec Monsieur Armand Rodolphe Diallo. Bonjour monsieur. Bonjour Elodie, bonjour à tous les téléspectateurs de Wake Up Africa. C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. Alors avec vous ce matin, Monsieur Diallo, on va commenter deux sujets qui ont entretenu notre attention. Il s'agit du tabloïd de l'épreuve qui qui nous rappelle les mesures drastiques entre guillemets données par le gouverneur de la région. On se demande donc avec vous ce matin. On constate que la ville de Douala est réputée être une ville qui bouge. Certaines personnes ne gagnent leur pain quotidien qu'en travaillant de nuit. Alors, comment comprendre la décision du préfet qui est celle d'interdire également la circulation des mototaxis à partir de 20 h? Pensez-vous que le gouverneur n'a pas conscience que certains Camerounais ne gagnent leur pain quotidien qu'en travaillant de nuit? Bon, on ne peut pas dire comme ça. D'entrée de jeu, c'est d'abord une mesure conservatoire. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène. Le gouverneur, qui est le patron de la région, prend d'abord certaines mesures avant de voir les freins que cela peut causer bien après. Donc, la première mesure, c'est une mesure conservatoire, c'est-à-dire on n'interdit pas les motos. On parle d'une restriction de circulation pour les motos à partir de 20 h à 6 h. Il s'avère que pendant cette période, c'est des zones où les agressions sont multiples. Et selon des caméras de vidéo, vous savez que dans la capitale économique maintenant, il y a beaucoup de vidéos de surveillance, beaucoup d'agressions, même y compris ce qu'on appelle des microbes, se passent par des... les agressions se font par les motos, les microbes fuient aussi par les motos. C'est une mesure que l'administration essaie de mettre sur pied, notamment en procédant à des rafles pour extirper un peu les mauvaises graines qui sont dans ce secteur-là. Parce que vous allez voir qu'au Cameroun, à Douala, principalement, les mototaxis sont organisés en secteurs. Pour ceux qui en prennent, vous allez voir que généralement ils ont des choisibles. Le choisible permet de distinguer que telle partie à tel secteur, telle partie à tel secteur. Mais dans ça également, il y a des gens que quand vous les prenez, ils ne sont pas de nationalité camerounaise. Je ne sais pas comment ils ont fait pour se retrouver ici. C'est eux qui généralement qui dictent la loi. Ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont même l'acte de naissance et fonctionnent généralement avec des types de motos. Si cette mesure peut permettre au gouverneur de la région du littoral dans 2, 3, 4 jours d'extirper, puisque ce ne sont pas les mesures définitives, on a dit qu'à nouvel ordre. Maintenant, est-ce que cela peut impacter notamment sur ceux qui vont travailler la nuit? On n'a pas interdit le service de car. Vous savez que les entreprises fonctionnent, il y a des entreprises qui fonctionnent 24 h sur 24. Justement. Maintenant, si vous n'empruntez pas la moto, vous pouvez emprunter le taxi. Donc, avant, le taxi était aussi un moyen de locomotion. Il ne faut pas surtout que les gens doivent voir tout que c'est dans une mesure ou non. Il faut d'abord, s'il n'y a pas de sécurité, c'est qu'on ne peut véritablement rien faire. On ne peut pas faire, on peut pas travailler dans l'anarchie. Donc les gens ne peuvent pas. Il faut d'abord apprécier la mesure, évaluer si cette mesure marche, et puis maintenant trouver des voies de contournement. Puisque ce n'est pas une mesure qui est définitive, c'est une mesure qui est provisoire. Et dans l'administration, on appelle cela des mesures conservatoires. C'est-à-dire qu'on peut prendre une mesure là, mais on sait quand même qu'il y a des conséquences. Au fur et à mesure qu'on avance, on rectifie véritablement le tir. La mesure a été prise hier et je crois avec une effectivité. Il y a aussi les bars qu'on annonce qui sont fermés. Justement. Il appartient maintenant au gouverneur de communiquer pour voir si, par exemple, dans les secteurs, ces mesures sont respectées. D'évaluer aussi, parce que le gouvernement fonctionne avec les renseignements, d'évaluer pour voir si, quelle est la répercussion que cela a eu pendant cette nuit, notamment sur la population. Est-ce que les gens, est-ce qu'il a été difficile pour les personnes de rallier leur quartier? Et il faut quand même signaler que pour ceux qui sont dans les quartiers, les motos circulent normalement. C'est-à-dire que pour quitter par exemple de la route principale pour entrer dans les quartiers, les motos y travaillent. C'est généralement les axes principaux qu'il y a ces différentes restrictions-là. Donc, pour le moment, cette mesure du gouverneur, d'abord, est à saluer. C'est une mesure conservatoire et on corrige. On ne peut rien faire sans la sécurité. Ça ne sert à rien que vous quittez le pour aller au travail et puis on vous agresse, on vous tue. Là, vous allez encore accuser
le gouverneur, qu'il ne prend pas les mesures, parce qu'hier ici on disait qu'il n'y a pas de mesures, il ne communique pas. Maintenant qu'il prend les mesures, il faut d'abord évaluer cette mesure-là. On ne peut pas encore commencer à critiquer les mesures quand on n'a pas encore évalué ce qu'il a pris sur le terrain. À ce moment, ça devient l'incommodité. Arrêtons-nous sur un cas particulier, M. Ndiaye, le cas des débits de boissons, des bars, comme on dit trivialement. Vous savez qu'il y en a plusieurs dans la ville de Douala, c'est le business qui marche, on entend souvent dire ça comme ça. Et on sait qu'en fin d'année, en cette période de fin d'année, c'est le moment où ces personnes écoulent le maximum de marchandises, et même s'il y a des critiques qui font savoir que ce n'est pas bon pour la santé et autres, on sait quand même que ces personnes-là ont souvent des licences qui leur permettent de vendre jusqu'à une certaine heure. Et quand on les ferme ainsi, le manque à gagner, qui assume? Non, on ne peut pas. Ça veut dire que jusqu'à là, on ne se comprend pas. Je vous ai parlé du domaine de la sécurité. Voilà. Si vous avez vu que les quartiers qui ont été ciblés, on parle de Derdo, notamment avec la rue de la Joie, on parle de Bonamoussadi, de Bepanda, je crois d'un coin de Bali, de Nkomondo. Également, c'est des quartiers qui sont réputés où la vendetta, c'est-à-dire les violences de rue, sont véritablement énormes. Et on prend ces mesures-là par rapport au renseignement. Maintenant, les débuts de boissons et les SINAC fonctionnent, comme on l'avait dit, sont des licences d'exploitation. Voilà. Si on leur demande de fermer à partir de telle heure, et pour que c'est des mesures conservatoires, c'est comme le gouvernement peut décider même de sceller ces débits. On scelle. Au moment où on scelle, ces gens ne vont pas vendre. Parce que c'est du côté, le rôle du gouvernement, c'est d'abord d'assurer la sécurité intérieure et extérieure du pays. Quand la paix sociale est menacée, il faut trouver des voies de contournement. On n'est pas là pour voir que tel a gagné, tel a fait comme ça. Il faut d'abord assurer la paix parce que rien ne peut se construire dans l'anarchie. Et l'État est le léviathan, c'est-à-dire le plus fort. On ne peut pas être que voir toujours que est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on perd. Le problème c'est qu'on gagne ça, on fait quoi avec, on vit dans quel environnement. Vous ne pouvez pas être dans un environnement où c'est quasiment un peu de, comme j'ai dit, de l'anarchie. Tout c'est d'abord la paix. Toutes les mesures prises par le gouverneur de la région du littoral sont des mesures d'abord à saluer et à évaluer pas à pas. C'est quand ces mesures vont montrer des limites qu'on va voir que ici ça ne porte pas. Donc on ne peut pas passer le temps à dire que manque à gagner, que non, est-ce que le gouverneur a mieux évalué. Vous avez quand même vu que ce n'est pas tous les quartiers qui sont ciblés. C'est-à-dire que si vous avez vu qu'on a fermé ici à telle heure, vous pouvez aller acheter dans un autre quartier. Même en ce moment où vous empruntez la voiture, on n'a pas interdit la libre circulation des biens et des personnes à Douala pendant une heure. Si les gens décident de rester chez eux, c'est à leur gré. Le communiqué du gouverneur ne dit pas qu'il y a couvre-feu. Mais on dit que de telle période à telle période, les motos ne circulent pas, de telle période à telle période, les débits de boissons sont fermés dans des endroits précis. Voilà. Et quand on dit que c'est fermé, ça veut dire qu'ils peuvent mener des opérations de rafle, question d'extirper. Parce que c'est le renseignement qui leur permet de voir que peut-être ceux qui sèment le trouble, les patrons des microbes sont dans cette zone-là. Peut-être ça leur permet de mener les fouilles. Donc c'est une opération qui est véritablement tactique. Et il faut saluer cela parce que au moment où on les a si les forces de l'ordre, puis c'était une réunion de sécurité que le gouverneur a communiqué, arrête cela, la paix va véritablement revenir. Dans 2-3 jours, ceux-là vont commencer encore à vaquer à leurs occupations. Rappelez surtout que vous savez que l'Africain a une capacité de gauche de juger les gens. Quelqu'un est libre de changer sa peau. Il n'y a aucune loi qui interdit le blanchiment de la peau. Il n'y a aucune loi qui interdit la consommation du boisson. Donc si quelqu'un boit à son aise, c'est son problème. Il rencontre à Dieu, il est assez mature pour voir que ce que je vois là. Puisque même sur la notice, il est écrit que l'alcool nuit gravement à la santé. C'est la consommation excessive. Si tu es conscient que je suis en train de boire, ce que je bois c'est du poison et tu bois, c'est ton problème. Moi je ne peux pas te juger parce que tu es libre de ça. Ce n'est pas au gouvernement de venir t'arrêter pour te taper que non. Puisque nous sommes dans une société où on est libre, il faut respecter les libertés de tout un chacun. Voilà. Donc si on ouvre les bars, vous n'allez pas boire. Les bars vont fermer.
Si on ouvre beaucoup de snacks, ainsi de suite, vous n'allez pas là-bas jouer la vie. Ces snacks-là vont fermer et l'économie va se développer autrement. C'est comme les jeux au hasard. On n'oblige personne d'aller jouer au hasard. C'est quelqu'un qui est libre d'aller miser de son argent. Ces sociétés payent c'est la liberté. Parce qu'il ne faut pas que vous passiez le temps à revendiquer, à accuser le gouvernement. C'est pas le gouvernement qui vous demande de boire. S'il y a un bar près de votre maison, et que les gens y vont, les gens sont ivrognes, tout là, vous pouvez choisir de ne pas aller. Mais si vous choisissez d'y aller, de dépenser votre argent, vous l'avez fait en âme et conscience, on ne vous a pas attaché. Donc à un moment donné, il ne faut pas accuser faut pas voir le gouvernement partout. Que non, ici, le gouvernement vous laisse la liberté, puisque vous êtes des hommes libres. Le gouvernement fonctionne sur une économie. Si il y a ce qu'on appelle les alimentations, les petits je sais pas, buvettes, et les bars dancing, il y a les snack bars, il y a les grands standings, chacun y va selon le cordon de sa bourse. Ce n'est pas l'État qui te donne l'argent que va dépenser là-bas. C'est toi qui choisis d'aller dépenser là-bas. Au moment où tu choisis d'aller dépenser là-bas, tu supportes les conséquences qui vont avec maladie, pauvreté. Il ne faut pas insulter le gouvernement. Toutes les sociétés fonctionnent comme ça dans le monde. Au moment où nous ne sommes pas un royaume, où on fait des dictatures, mais on vote les lois au niveau du Parlement, les êtres sont libres de mener chacun est libre de mener la vie qui sied à sa conviction. Donc maintenant, ce que l'État fait, c'est d'assurer la sécurité des gens. Et quand l'État assure la sécurité des gens, il ne faut pas toujours voir que non, ce que l'État a fait, alors que vous réclamez. Quand vous réclamez, on prend des mesures. On prend des mesures, il faut d'abord évaluer ces mesures-là. C'est ça qui dérange chez les Camerounais. Parce que quand on met sur pied des mesures, au lieu de voir le bien fondé, les Camerounais pensent toujours que non, ils ont mal. Mais quand on ne fait rien, on dit qu'ils n'ont rien fait. Il faut d'abord laisser 3-4 jours. On évalue ces mesures-là pour voir ce que ça a produit. Ce sont les limites de ces mesures qui vont faire en sorte que la société civile, les hommes politiques vont encore critiquer et que le gouverneur va rectifier le tir. Si les gens ont compris qu'à Douala, il faut travailler, car à une certaine heure, il faut rentrer, se reposer, et que les gens vont être moins dans les bars, vous allez voir que peut-être les parents seront de plus en plus responsables. Ils vont peut-être acheter beaucoup de fournitures scolaires à leurs enfants, ils vont beaucoup investir, peut-être notamment au niveau de leur famille, pour payer de bonnes écoles à leurs enfants, pour construire un terrain, pour offrir la vie, parce qu'il y a des parents que même en journée, ils ont beaucoup d'avantages de service, mais ils dilapident cela, ils sont incapables le matin de donner l'argent de baigner à leurs enfants, l'argent de taxi pour aller à l'école. Ça, c'est pas la faute du gouvernement. C'est toi qui ne sais pas véritablement organiser et planifier ta vie. Donc, si on ferme les bars, dans le fond, c'est une bonne chose. Ce n'est pas pour voir le manque à gagner, mais c'est une bonne chose pour mettre sur pied une société qui est équitable, où les gens seront de plus en plus responsables, où les gens seront de plus en plus lucides, comme on dit chez nous, parce que les gens ont l'impression que quand ils boivent, ils n'ont les soucis. On va s'arrêter là sur le premier sujet. On va prendre le second. Monsieur Ndiaye, il s'agit du quotidien L'économie qui nous parle de l'entrée en vigueur aujourd'hui, ou l'entrée en circulation, on va le dire comme ça, des nouveaux billets de banque. Beaucoup de personnes se demandent via nos différents contacts quel sera l'impact de ces nouveaux billets. Est-ce que ça freinera l'économie? Est-ce que ça permettra de mieux se déployer ou de s'épanouir? Non, ce qui est nouveau est bon, mais est-ce que ça va freiner l'économie? Les anciens billets vont être là et la Banque centrale, qui est la Banque économique des États d'Afrique centrale, la BEAC, va sortir, puisque c'est elle qui injecte de la monnaie dans le circuit économique, va sortir les anciens billets de la circulation progressivement et puis les nouveaux billets vont prendre place. Les nouveaux billets qui sont là, dans 4-6 ans, seront aussi les anciens billets. Parce que ça permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas un système de fraude. Parce que vous savez que quand les billets mettent aussi longtemps, il y a des arnaqueurs qui essaient de faire des copies de billets. Et du coup, quand il y a trop de mauvaise monnaie dans une économie, ça permet qu'il y a beaucoup de manque à gagner, notamment pour les patrons d'entreprise, même pour l'État également. Donc c'est une bonne chose que les nouveaux billets arrivent. Maintenant, ce sont tous les billets qui sont frappés au niveau de la chamalière. Les Camerounais ne voient pas ça. Et en tout cas, tous les Africains, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ne voient pas que ce sont les billets qui sont venus ailleurs, qui viennent d'ailleurs. Il faut seulement montrer que nos chefs d'État n'ont pas encore le courage de décider qu'eux-mêmes ils peuvent mettre sur pied leur propre monnaie. La monnaie qui arrive, c'est seulement la billetterie qui change, mais la valeur ne change véritablement pas. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir 10 000
vous achetez quelque chose qui coûte 12 000 et qui est non discutable à 10 000 parce que c'est un nouveau billet. Ça a toujours les mêmes valeurs marchandes. Donc, il n'y a véritablement rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qui se passe, c'est un système économique, c'est une mouvance qui est normale, c'est un changement perpétuel dans une économie. C'est un peu une réalité de la CEMAC, c'est une réalité qui est propre aussi aux autres économies, notamment l'Union européenne, où des biais mutent de temps en temps. Vous allez voir que pour ceux qui ont utilisé, pour nos parents qui étaient à la période d'Aïdjo, il y avait une forme de biais. Pour le billard, ça a muté, ça a encore véritablement muté. Maintenant, ça mute encore. La même chose s'est vue même au niveau des pièces, des pièces de monnaie. Donc, pour le moment, il n'y a rien à craindre. Et il y a même certains biais où les parents radins ont gardé sur Aïdjo, qui sont toujours valables. Parce que vous voyez des biais où... quand on parle des parents radins, ça veut dire que c'est des gens qui ont tellement accumulé, ils accumulent dans la maison. Ils ne vont pas mettre à la banque. Parfois, ils n'aident même pas bien les enfants à se structurer. C'est quand ils décèdent qu'on voit que mes papas avaient près de 28 millions qui étaient stockés quelque part. Est-ce que c'était la condition? Mais on les fait changer, n'est-ce pas? Naturellement. Voilà, au niveau de la... Ça vous dit que c'est... Même quand un billet disparaît, la Banque centrale a beaucoup de mécanismes. Puisque c'est eux qui savent comment ils peuvent faire en sorte que cela il y a une période pour que ces biens n'aient plus de valeur. Mais dans ce sens-là, c'est beaucoup d'argent. Il appartient à la banque centrale d'évaluer. Et puis c'est avec ça qu'eux le transforment pour émettre sur le marché économique des nouveaux biens. Donc il n'y a rien à craindre. Peut-être que ces biens ressemblent beaucoup plus au zéro. Pour ceux qui ont déjà eu à toucher ces biais qui viennent de chez nos amis les blancs et les roux. C'est aussi une mouvance. Ces biais reflètent aussi les réalités socio-économiques de nos pays, notamment le café et le cacao, mais aussi une Afrique véritablement qui n'offre, je ne l'ai pas encore touché, on l'a vu sur internet, on se dit quand même que c'est une bonne chose. Maintenant, s'il y a un vrai débat à mener, ce n'est pas sur la beauté du billet ou de la valeur. Le vrai débat à mener, c'est au niveau de la souveraineté alimentaire, la souveraineté monétaire. Et la souveraineté monétaire, ce n'est pas une affaire de la France. Il faut pas, c'est pas comme je dis, il faut pas, si Paul Biya décide, comme aux États-Unis plaide pour les Africains, si comme il rentre, il décide que bon, la nouvelle monnaie camerounaise, c'est le OUM. L'Assemblée nationale va voter et puis la Banque centrale camerounaise va commencer à émettre ça. Tout simplement. Tout simplement. Donc, il faut... Tout simplement, donc il ne faut que ça, monsieur Ndiaye. C'est comme je vous ai dit, il faut pas que je me répète. La souveraineté monétaire est une volonté politique d'un chef d'État. Vous n'allez pas, si le Mali décide maintenant de créer sa propre monnaie, la France ne doit pas venir dire que ne crée pas, puisque le Mali est souverain. Le Mali tend vers la souveraineté. Le Nigeria voisin a sa monnaie, le Ghana a sa monnaie. Donc la Centrafrique tout dernièrement voulait mettre sur pied une monnaie électronique. C'est parce qu'elle était, c'est parce qu'elle est dans la zone économique et monétaire où il y a une loi qui interdisait cette monnaie. Mais si la Centrafrique décide d'émettre sa monnaie, elle émet la monnaie. Vous allez voir que dans la CEDEAO, dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas une union forcément monétaire. Parce que le Ghana a sa monnaie, le Nigeria a sa monnaie, je crois le Libéria également, qui sont dans tout cet ensemble-là, sont des pays qui ont leur monnaie. Et puis il y a les autres monnaies qui ont le franc, CFA, comme la Côte d'Ivoire, le Niger, ainsi de suite. Dernièrement, on voulait qu'il y ait un projet commun, c'est-à-dire l'éco, pour que le Nigeria abandonne sa monnaie, le Ghana abandonne sa monnaie, pour que tous ces pays-là puissent avoir finalement une monnaie qui est commune, qui est l'éco. Le projet n'a pas marché parce que c'était porté par Alassane Dramane Ouattara, qui lui est réputé un peu proche de la France, qui est coloniale. Mais vous voyez que l'économie de la CEDEAO ne s'est pas effondrée. Ces pays-là ont leur monnaie et il y a une interchangeabilité entre les pays. La preuve, c'est que quand la Naya qui du Cameroun, qui du Niger pour arriver au Cameroun, il y a une flexibilité et puis il y a le taux d'échange. Donc, quand vous allez cesser d'accuser les Français et que vos présidents vont prendre le destin en main, c'est-à-dire fabriquer leur monnaie, vous allez comprendre que le problème n'est pas les Français, que le problème c'est vous-même. Que ce n'est pas les Français que vous demandez d'aller construire des maisons chez eux et d'acheter les grosses voitures chez eux qui coûtent cher quand vous n'avez pas des routes chez vous, où ces voitures-là vont véritablement rouler. Quand vous me demandez si c'est si facile que ça, c'est même élémentaire. Est-ce que vous avez vu que du côté par exemple du Mali, le militaire qui est le jeune militaire qui est là, a besoin de prendre des contours pour répondre de manière tactique et vraie à la France.
il a arrêté les accords coloniaux, il a stoppé les accords coloniaux en faisant un communiqué. Depuis qu'il est là, ça a changé quoi? Vous avez vu qu'il continue il continue de faire son bonhomme de chemin. Ça veut dire que et le peuple avait lu. Ça veut dire que c'est une volonté. Quand nos médias au sud du Sahara, particulièrement au Cameroun, vont cesser de donner la parole à ceux qui n'ont aucun emploi et qui viennent seulement là pour faire du chantage, pour insulter les blancs, pour dire que non, ils sont comme ça. Il y a ceux qui ne connaissent rien de la géostratégie parce qu'ils veulent seulement manger, boire. L'Afrique va véritablement se développer parce que cela vient justement pour distiller de la haine. Moi, je ne peux pas détester les Français ni les Américains parce que ce sont des êtres humains comme nous. Maintenant, comment ils font pour nous dominer? Il faut voir leur mécanisme de fonctionner, copier ces mécanismes de fonctionner là pour aussi jouer d'égal à égal avec eux. Si vous ne comprenez pas, si vous passez le temps à pleurer sur les télévisions, à insulter les présidents, alors que eux, quand ils font dans les médias, ils sont subtils. Ils ne vous insultent pas, vous passez le temps à les insulter, que non, ils sont comme ça. Oh. Mais c'est vous qui voulez toujours aller là-bas. Ça fait un peu preuve de barbarie. C'est vous qui voulez toujours aller là-bas. C'est vous qui, même ceux qui disent là, leur rêve, c'est d'aller là-bas pour entrer dans le métro. C'est de se filmer. Vous voyez quand même qu'il y a un gros problème qui est quelque part et que c'est ce qu'on appelle la misère morale. Monsieur Ndiaye, l'actualité nous impose quand même de toucher un peu à ce sujet, ce dernier sujet qu'on va aborder. Voilà, il s'agit de la compétition mondiale de football du côté du Qatar. Le Maroc a déposé le ballon hier. Oui, mais c'est une belle expérience pour le Maroc, un pays qui allait sans tambour, sans ni trompette. Mais le Maroc est quand même arrivé en demi-finale. C'est une prouesse pour ce pays du Maghreb, qui est aussi un pays africain. Parce que quand ils disent qu'ils sont du Maghreb, ils sont vrais. Mais ils sont aussi en Afrique. Vous allez voir que tous les pays maghrébiens, arabes surtout, leur niveau de développement est assez élevé que les pays d'Afrique noire. Ce qui est un problème, beaucoup de pays d'Afrique noire doivent copier ce modèle de fonctionnement-là. Beaucoup de ces pays, le Maroc est un royaume, je crois que c'est un régime, ce qu'on appelle semi-parlementaire, où le roi est comme le président de la République, et puis il y a un premier ministre qui est nommé par le roi. C'est la même chose qui se passe du côté de l'Angleterre. En tout cas du Royaume-Uni, c'est le mot, où il y a maintenant le roi Philippe, avant c'est la reine d'Angleterre, la mère de l'actuel roi qui est là. Ils ont gardé une royauté, et puis le premier ministre est là comme un représentant officiel, le roi est comme le roi est comme un président de la République. C'est un système qu'on pourrait appliquer dans nos pays africains, mais sauf que les Africains n'ont pas assez de culot et de cran pour véritablement le faire. Le Maroc a fait une belle Coupe du Monde parce que le Maroc est organisé, le Maroc est structuré. Vous n'avez pas vu qu'il y a trop de faits divers au niveau de la tanière. L'entraîneur qui arrive est un Marocain, il est seulement à 4 mois à la tête de cette équipe et vous voyez qu'il a déjà réalisé des choses assez merveilleuses. Il ne suffit pas de faire 10 ans, 25 ans pour réaliser des choses merveilleuses. Ceux qui sont efficaces comme l'entraîneur en 2-3 semaines, il montre, puisqu'il a trouvé des joueurs, il les positionne de manière tactique et puis il y a un résultat. Et il n'est pas là pour surfer. Parce que par exemple, ceux qui viennent en Afrique, les Africains pensent par exemple que si je ne partage pas la même idée avec une personne, c'est que la personne me déteste. Et du coup, si nous sommes en entreprise ou dans une équipe de football, je ne peux pas positionner la personne. Avec ça, vous ne pouvez pas avoir du résultat. Le résultat, c'est que vous voyez que tel joueur est comme ça, il est comme ça. Vous le mettez quand vous allez en compétition ou en guerre, il joue à tel poste, il fait bien son job. Maintenant, après, il y a le conseil de discipline parce qu'il y a des attitudes comportementales véritablement. Mais ce qui importe, c'est la victoire et l'aspect du groupe. Vous n'allez pas là-bas pour faire de la sociologie ou pour faire la philosophie ou vous voulez réinventer la discipline. Ainsi de suite. Donc il faut saluer la presse marocaine, c'est la première équipe africaine à franchir les demi-finales d'une Coupe du monde de football. Cela s'est passé aussi dans un pays du Moyen-Orient qui est le Qatar, qui n'est pas un pays de football, mais qui est un pays qui a énormément des infrastructures sportives et que d'autres gagneraient aussi véritablement à copier maintenant.
la Coupe du Monde finit bientôt. Il faut tirer le leçon, notamment en termes de classement, les presses africaines. C'est vrai que les 5 équipes africaines qui ont participé étaient des équipes essentiellement capées. Il n'y a pas eu de petites équipes africaines, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Sénégal. C'était des joueurs qui sont bien capés. La preuve, c'est que le dernier match du Cameroun contre le Brésil, les gens ont vu que tactiquement, le Cameroun était une équipe qui était capable aussi d'aller plus loin. Le prochain rendez-vous, je crois, c'est dans 4 ans. Et les équipes africaines, c'est 8 équipes maintenant, c'est 8 équipes africaines qui vont participer au lieu de 5. Avec cela, je crois que l'Afrique peut aussi véritablement aller plus loin au niveau de la compétition. L'idéal pour l'Afrique n'est pas aller jouer les quarts de finale ou passer au deuxième tour. L'idéal, c'est d'aller remporter la Coupe du Monde. Et pour cela, on n'a pas besoin de faire du bruit. On a besoin de travailler les joueurs de manière physique, les mettre dans les bonnes conditions, payer leur prime, leur rassurer davantage qu'ils sont là pour défendre les couleurs de la nation. On n'avait pas vu qu'au niveau, par exemple, du Maroc, il y a le problème de prime. D'ailleurs que cela s'entend de moins en moins là-bas. C'est un royaume, ça fonctionne rapidement. Eux-mêmes, ils ont leur propre monnaie. Donc, localement, ils peuvent mieux gérer ça. Ils ont la crainte du roi. Vous avez vu que lors de la qualification pour la Coupe du Monde, le roi lui-même est sorti au palais pour aller saluer les convives qui étaient devant. Ça montre quand même que certes ce n'est pas une très grande nation du football, notamment en termes de titres, mais quand on regarde ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain, il faut saluer et voir que l'avenir peut être véritablement radieux. Et moi j'aime surtout le système de cet entraîneur qui joue beaucoup défensif, parce que il sait que la force de son équipe, c'est au niveau des... Il est un bon gardien qui peut arrêter les pénaltys, les gars qui peuvent bien tirer. Et du coup, il joue plus défensif, en sachant que son par prolongation et rapidement au tir au but, il peut tirer son épingle du jeu. C'est une stratégie. Et les gens doivent, beaucoup de coachs peuvent copier ces mêmes stratégies, parce que l'essentiel dans un match de football, ce n'est pas que qui a bien joué, c'est qui a gagné. Justement. Voilà. Et quand tu as gagné, c'est bien. Celui qui a passé son temps à dire qu'il joue très bien, qu'il n'a aucun titre, il est haut. De toutes les façons, les Camerounais ont de quoi être rassurés, hein, Monsieur Ndialeu, parce que le quotidien Actu Info nous a donné ce matin les paroles d'assurance du président de la FECAFOOT, qui dit que les flammes ne perturbent pas sa vision du football camerounais. Donc le Cameroun a espoir qu'à la prochaine compétition mondiale, on fera... Bon, ce n'est pas un problème d'espoir. Et je vous ai dit les Camerounais sont confiants, alors si c'est le mot que je vous ai dit tout à l'heure que les Marocains n'ont pas fait trop de bruit. L'équipe actuelle, je ne crois pas que Vincent Aboubakar, étant déjà trop fatigué, va participer à la prochaine Coupe du Monde. Voilà. L'équipe actuelle va encore davantage se rajeunir. Dans 4 ans, on va évaluer la compétence de l'équipe actuelle, notamment à la Coupe d'Afrique en 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Donc il faut éviter les slogans creux et les phrases qui ne servent à rien. Ce n'est pas un meeting politique où quand le politicien dit le football n'est pas la bouche. Le pouvoir en Afrique, c'est que vous bavardez trop. Le football, c'est comme la guerre, c'est-à-dire que vous envoyez votre équipe, vous envoyez, si vous perdez, vous avez perdu, si vous gagnez, vous avez gagné. Ça ne sert à rien de faire, parce que vous savez qu'il y a trop de sorcellerie dans les idées en Afrique. C'est-à-dire que vous voyez une équipe qui est partie un peu comme le Maroc est parti jouer, le Sénégal est parti jouer, et le Sénégal n'a pas de... Ils ne font pas trop de bavardage. Ce n'est pas ce que vous dites là, ce n'est pas le genre de déclaration là qui paye les salaires aux joueurs de première division. Ce n'est pas ce que vous dites là qui fait en sorte que les joueurs de première division ont l'assurance maladie. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire là qui fait en sorte que les clubs au Cameroun sont des clubs professionnels. Pour le moment, il n'y a aucun club qui est professionnel au Cameroun. C'est-à-dire qu'il fonctionne comme une entreprise. L'urgence, c'est d'abord par là. C'est-à-dire faire en sorte que les clubs soient des clubs professionnels. Le fait d'amener les présidents des clubs au Qatar pour que le contribuable dépense énormément et qui vont là-bas se balader pour se filmer avec les gens pour dire que non, on a des partenariats que vous ne savez pas quand cela sera effectué ici. Parce qu'on connaît ce genre de choses. Cet argent aurait servi à professionnaliser les clubs et à faire en sorte que les joueurs qui mangent de la canne à sucre,
qui boivent de l'eau glacée qui n'est pas potable pendant les... Parce que quand vous parlez pendant les entraînements, cet argent aurait pu servir à faire en sorte à donner que ce président de club utilise pour faire des salaires de 1 million, de 2 à 3 millions aux joueurs qui évoluent au niveau localement, pour qu'un joueur qui a 35 ans et même qui a coupé son âge et qui a 18 ans ne soit plus dans une chambre, parce que c'est comme ça que les joueurs de première division au Cameroun. Tu vois un vieux qui a 34-37 ans, tellement il a coupé, parce que son rêve n'a qu'été le football. Il a coupé, il a mis 17 ans, mais quand tu le regardes, il est assez vieux, mais il est dans une chambre. Il sort pour aller faire l'entraînement. Il a une prime de 700. L'autre c'est 500. Il finit manger simplement la banane mûre. Il est assis au quartier, il bavarde. Cet argent qu'on a amené les présidents de club, ce que vous donne, c'est le quotidien des joueurs de première division au Cameroun. Si vous n'allez pas au stade, si vous ne voyez pas comment il fonctionne, combien de joueurs de première division au Cameroun viennent au stade avec les voitures, comme cela se passe. Donc l'urgence c'est là-bas. L'urgence n'est pas dans les slogans creux qui ne servent à rien. Parce que ce qu'on a dit là, c'est des slogans creux. Il n'y a pas une réalité palpable véritablement sur le terrain. Et pour ceux qui nous connaissent, nous de la nouvelle génération, cette nouvelle mouvance, on ne surfe pas sur les slogans creux. Parce que ce sont les slogans creux qui ont permis davantage d'enfoncer le Cameroun. Vous avez un ministre de l'enseignement supérieur au Cameroun, pour ceux qui l'ont suivi, vous voyez qu'il y a des gros discours, ainsi de suite, mais il n'y a rien de palpable sur le terrain. Le président de la République est actuellement aux États-Unis. Il a dit qu'il doit avoir le transfert de technologie en Afrique. Donc, vous avez vu que avec son ministre de l'enseignement supérieur, ils ont dépensé des milliards pour aller acheter des ordinateurs qui ne valent rien. Alors qu'on pourrait faire ce transfert de technologie, là on fabrique ces ordinateurs ici localement, qui devaient aider. Il y a même les gens qui peuvent fabriquer les ordinateurs localement. Donc l'Africain noir doit beaucoup copier chez l'Africain maghrébien. Parce que quand vous allez dans leur pays, construction des stades et tout là, vous allez dire que non, ils sont comme ça. Parce qu'ils ont développé leur pays, ils trouvent que vous êtes des envahisseurs, vous allez même venir là pour faire des choses, vous venez avec des idées où vous êtes dans la fémania. Vous vendez les choses qui n'existent pas sur Internet. Et quand ils envoient l'argent, vous n'envoyez pas. Vous arrivez dans les pays, vous développez des réseaux qui ne sont pas bons. C'est toujours un problème de mentalité, un problème de slogan creux. Que quand vous levez un matin, on dit que non, le journal a dit que ce n'est pas ça qui fait la réalité. La réalité, c'est de travailler, c'est d'investir. Si vous ne pouvez pas investir sur l'humain, si ceux qui sont là actuellement, qui gèrent le football camerounais, ne peuvent pas investir sur le joueur pour avoir des bons joueurs. Vous avez vu hier que la République centrafricaine a éliminé le Cameroun chez les U20. C'est-à-dire le Cameroun ne peut pas participer en Égypte en 2023 à la Coupe d'Afrique des Nations des U20, des U23. Le Cameroun a été éliminé par la Centrafrique. Aucun journal n'a évoqué ça. Vous allez mettre le slogan de mental. C'est ce qu'il faut dire là-bas, que le Cameroun a été éliminé hier par la Centrafrique, qui n'a pas de stade. Les Centrafricains viennent emprunter le stade ici au Cameroun pour jouer. Mais hier, les Camerounais ont été éliminés. Et vous voyez quand même que c'est un problème de management. Et tous ceux qui jouent dans les U machin là sont des joueurs locaux. Ça montre le niveau de championnat camerounais, que même la Centrafrique, qui est un pays en guerre, a structuré son football et qui parvient à vous battre. Et vous ne pouvez pas participer à une Coupe d'Afrique. Merci, M. Ndiaye. On comprend avec vous qu'il faut être pragmatique. Très bonne journée. Même l'autre là n'est pas un slogan. C'est à vous de vous voyez que vous voulez être pragmatique, vous le soyez, si vous ne voulez pas. C'est à votre aise. Vous rendez compte à Dieu. Personne ne viendra vous forcer d'être ce que vous ne pouvez pas être. Très bonne journée à vous. Merci, monsieur. je vous en prie. Merci d'être passé par ici. Mesdames, Messieurs, la question magique du jour, on vous le rappelle avant de souffler un peu en musique.